Merci, Monsieur le Président. L'élaboration de notre budget 2021 se déroule dans un contexte de forte incertitude du fait de la crise sanitaire et de ses impacts. À court terme, il s'agit bien sûr des dépenses auxquelles nous devrons faire face, notamment pour soutenir notre tissu économique, et nous les avons votées à l'unanimité. Mais nous pouvons craindre qu'une partie de ces effets ne se reporte sur les prochaines années si la reprise n'est pas au rendez-vous. Les effets structurels sont également difficiles à appréhender. Quel sera par exemple l'impact de cette crise sur nos modes de travail, sur nos modes d'habitat et sur nos modes de déplacement? Notre budget doit prendre en compte ces contraintes. Pour cela, lors du débat d'orientation budgétaire, nous avions listé 4 priorités: la transition écologique, le développement économique et l'attractivité de notre territoire, la solidarité vis-à-vis de nos concitoyens, mais également entre les communes qui leur offrent des services publics, et enfin le souci d'une gestion au plus juste pour ne pas alourdir la pression fiscale. Le budget que vous nous présentez y répond-il? La réponse est « on verra plus tard ». Sauf pour la pression fiscale, maintenue, effectivement, et c'est un choix que nous approuvons, mais j'ai bien noté la phrase du vice-président, notant qu'elle était déjà dans la moyenne haute. C'est en effet essentiellement un budget d'attente. Les décisions structurantes du programme pluriannuel d'investissement sont renvoyées à septembre, mais nous prenons acte avec satisfaction de votre engagement à soumettre ce PPI à un vote du Conseil, et d'ici là de travailler à associer l'ensemble des élus des communes et du Conseil métropolitain aux choix qui seront faits. C'est une proposition que nous approuvons, même si nous regrettons que d'ores et déjà des choix aient été faits, comme le siège métropolitain, par exemple, qui va impacter grandement ce PPI. Il ne faudrait pas que notre discussion se réduise à entériner des choix déjà faits. Nous demandons également à ce que la réflexion soit basée sur des éléments d'évaluation de qualité du service rendu, qui trop souvent nous font défaut. Il faut parfois revoir nos modalités d'intervention. Nous venons d'en avoir l'exemple sur la ZFE, mais c'est une généralité. Moi, je trouve notre groupe trouve que nous pratiquons trop peu l'évaluation de nos politiques publiques, et on peut avoir de bons principes, mais il faut aussi reconnaître, lorsque les modalités d'intervention que nous avons définies ne répondent pas, il faut savoir les revoir. Voilà. Peut-on, par exemple, se satisfaire de voir que l'état de nos voiries métropolitaines s'est dégradé depuis 2015 avec une augmentation, c'était dans le PowerPoint que vous avez présenté à la conférence des maires, de 50% des chaussées en ruine et de 11% de celles présentant des arrachements et des trous? Peut-on se satisfaire de devoir voter? Alors, on ne votera pas finalement cette fois, j'ai compris qu'elle avait été retirée, mais c'est partie remise, un doublement des travaux pour Alpes-Congrès, alors même que le montant des travaux prévus au protocole validé en avril 2019 ne cesse d'évoluer et que le fléchage prioritaire sur Alpes-Congrès fait craindre également un retard ou un report du reste de la réhabilitation prévue. Peut-on se satisfaire? Je ne reviens pas, mais la discussion a montré que l'ensemble des groupes étaient d'accord, de voir que certains équipements sportifs structurants de notre territoire vieillissent sans que notre feuille de route en matière de politique sportive n'intègre cette question. J'espère que la discussion que nous avons eue y contribuera. Notre investissement en faveur de l'économie et de l'attractivité, dont le montant quand même est faussé par la préemption du GHM, est-il suffisant pour assurer la pérennité et le développement de ce qui constitue, ça a été rappelé, à la fois notre principale ressource fiscale, mais je pense qu'il ne faut pas voir le développement économique uniquement comme une ressource fiscale, c'est aussi ce qui procure des emplois à nos habitants, et c'est avant tout là-dessus qu'il faut que nous ayons une attention. Ce sont des points que nous souhaitons aborder pendant ce débat sur le PPI. Nous voulons qu'ils traduisent vraiment une nouvelle approche de la gouvernance de nos métropoles et soient basés sur un réel échange avec les élus. Nous vous demandons pour cela de nous présenter un calendrier et une méthode. En ce qui concerne le fonctionnement, là encore, les principaux choix sont renvoyés à une décision modificative structurante lorsque des impacts de la crise seront mieux connus. À la différence de mon voisin, ça ne nous choque pas. Comme nous l'avons indiqué au début de notre intervention, il est très difficile aujourd'hui de faire des prévisions. Donc qu'on attende d'y voir plus clair dans le contexte actuel, ce n'est pas choquant. Par contre, ça doit s'appuyer sur une gestion prudente qui nous permette de continuer à investir. Notre endettement se dégrade. Si nous ne voulons pas nous retrouver face à au fameux effet ciseaux, nous devons être en capacité de dégager de l'autofinancement. Or, de votre propre aveu en commission, notre épargne nette s'effondre et tomberait à 0 en 2022 si rien n'était fait. Nous devons donc resserrer nos dépenses. Or, certaines prévisions à ce stade nous paraissent peu réalistes.
Ainsi, par exemple, pour le SMAG, à qui nous allons déjà verser une subvention exceptionnelle de 4 millions d'euros, après 11 millions d'euros en 2019, plus maintenant, amendement de l'exécutif, 2 millions de capitalisation. Je rappelle, et nous l'avons dit lors du conseil d'administration, que le budget est basé sur des hypothèses de fréquentation à hauteur de 90% à l'automne, que beaucoup de membres ont jugé pour le moins optimistes. Les dépenses de personnel sont quant à elles contraintes, mais elles avaient quand même fortement augmenté pendant le mandat précédent. Et la mise à plat du temps de travail, qui répond à une obligation légale, n'a pour le moment fait l'objet d'aucun débat autour de ce Conseil. Alors j'ai vu qu'il y avait une démarche qui était engagée pour recueillir l'avis des agents. Bon, pourquoi pas, on aura l'avis des agents, mais il serait bien qu'on puisse quand même déterminer les grandes lignes de l'orientation que nous souhaitons donner. D'autant que ça doit être, selon nous, l'occasion de ne pas aborder cette question uniquement sous l'angle du temps de travail, mais de repenser l'ensemble de notre politique des ressources humaines et peut-être aussi nos modes d'organisation. Nous l'avions abordé à travers la question du siège, mais je pense que nous ne pouvons plus continuer à manager nos services de la même manière. Les subventions et contributions sont peu interrogées, alors que nous votons des montants conséquents, 69 millions en 2019, c'est le dernier rapport, sans que nous ayons là aussi toujours une analyse précise de l'impact du service rendu. Nous demandons donc à ce que soit intensifié le contrôle de nos organismes satellites et des associations subventionnées pour disposer des éléments avant tout vote. Voilà. Nous avons donc à ce stade, Monsieur le Président, plus de questions que de réponses, mais nous prenons en compte votre proposition de travailler ensemble dans la perspective d'un budget à l'automne qui fixe les grandes lignes de ce mandat. La crise que nous affrontons exige de notre part la capacité de sortir des postures politiciennes entre ceux qui seraient humanistes et ceux qui ne le seraient pas. Nous affirmons donc notre volonté d'un travail constructif, tel que nous l'a proposé le vice-président, que nous remercions également pour la qualité des échanges que nous avons eus dans le cadre de cette préparation budgétaire. Et en conséquence, nous nous abstiendrons sur le budget présenté dans l'attente de ce travail commun.